bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le numéro de novembre 2025 du journal Le Tambour de Castillonnès. Bonjour. Oui, un journal mensuel, gratuit, qu'on trouve facilement dans les commerces de Castillonnès, édité par l'association Patrimoine Vivant de Castillonnès. Tout à fait. Et ce numéro, il nous emmène vraiment au cœur de l'histoire, ou plutôt des histoires de cette Bastille, Castillonnès fondée en 1259. C'est ça, une de ces villes nouvelles fortifiées typiques du sud-ouest médiéval. Et ce journal, son but, c'est vraiment de nous faire, ressentir l'âme du lieu, à travers les pierres, mais aussi les personnages qui ont vécu là. Absolument. Et le sommaire de ce numéro est très riche. On va commencer par l'édito, qui est assez inspirant, je trouve. Oui. Ensuite, le portrait d'un capitaine napoléonien, assez mémorable, hein. Ah ouais. On va voir aussi la transformation d'une rue, une histoire de bravoure locale assez étonnante, un exploit mécanique un peu oublié, et même le début d'une fiction. Un beau programme. Alors, commençons peut-être par cet éditorial. Il est signé Jean-Louis de Biasy, le président de l'Asso. Oui, et il lance une idée forte qui sert un peu de fil conducteur, l'importance de sonder les pierres comme on sonde les êtres. J'aime beaucoup cette image. C'est très parlant, effectivement. L'idée, c'est qu'il faut comprendre ce passé qui est inscrit dans la ville elle-même, dans ses murs, pour mieux saisir le présent. Et puis pour construire l'avenir, quoi. C'est ça. Et l'édito met en avant deux exemples, deux axes. L'histoire, disons, physique, avec la rue des anciens combattants, et puis l'histoire humaine, avec un certain Louis-Antoine de Courceau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas que les juxtaposer. Il les relie vraiment. Il parle de la mémoire des lieux, bien sûr, mais aussi de la noblesse du cœur, comme si l'un nourrissait l'autre. Oui, c'est bien vu. Et pour illustrer cette noblesse, il donne un chiffre assez marquant. Ah, le fameux chiffre 29. Exactement. Le nombre de personnes nées à Castillonnès qui ont reçu la Légion d'honneur. L'édito souligne que c'est exceptionnel pour une petite ville de la région. Oui, et ce n'est pas juste une statistique, hein. C'est présenté comme un devoir de mémoire, surtout en novembre avec l'anniversaire de l'armistice. Connaître cet héritage, ces exemples, c'est une sorte d'invitation à être digne de ses glorieux ancêtres. C'est la formule utilisée. C'est ça. Du coup, ce chiffre devient un élément fort de l'identité locale. Un marqueur, en quelque sorte. Le capitaine au loup. Rien que le surnom. Ah oui, ça promet. C'est un personnage qui a l'air sorti d'un roman d'aventure, franchement. L'article commence par nous parler de son père, Jacques de Cour de Tomaso. Lui aussi, ancien officier et maire de Castillonnès. Et il avait déjà un sacré caractère. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a cette anecdote de 1776. Ah oui, incroyable. Pendant la bénédiction des rameaux, le procureur du roi veut passer avant le maire pour avoir sa branche. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Le maire de Courpère le fait mettre dehors de l'église. Comme ça. Il y a eu un procès, mais le maire a gagné. Ça donne une idée de la famille, quoi. On ne se laisse pas marcher sur les pieds. Brillant à la guerre, que querelleur et dualiste en temps de paix. Beau résumé, hein. Fezensac ajoute qu'il était lettré et fort intelligent, avec une véritable instruction, chose rare dans le régiment. Un profil contrasté, on va dire. Très contrasté. Et ce mélange d'intelligence et de tempérament bouillant, on le retrouve sur le champ de bataille. Il fait les campagnes napoléoniennes. L'article raconte un fait d'armes précis à la Moscova. Il serait allé sous le feu ennemi enclouer un canon dans une redoute russe. Il fallait oser, hein. Il fallait une sacrée dose de courage, ouais, ou d'inconscience peut-être. Un peu des deux, sans doute. Mais ce n'est pas que ça qui a fait sa légende. Il y a cette histoire de loup. Ah, le fameux loup. L'histoire est folle. Il aurait dressé un loup pour chasser avec lui. Et il le gardait attaché dans sa cave. Une cave qui donnait sur la promenade de la Moute. On imagine la scène pour les passants. L'article dit que la bête effrayait les enfants. Bon, il a fini par devoir s'en séparer. Mais le détail qui tue, c'est qu'il aurait fait empailler le loup. Oui, conservé, figé dans une position presque vivante. Ça vous pose un personnage quand même, hein. Absolument. L'article parle de son caractère gascon. Et ça ressort bien après la chute de Napoléon en 1814. Lui, il reste fidèle à l'empereur. Et il habitait une maison avec un balcon qui donnait sur la nouvelle route royale, là où passait beaucoup de monde, et de là, il provoquait en duel les officiers royalistes. L'image est forte, hein. De court sur son balcon qui toise les uniformes blancs. Un regard de travers, et hop, duel. Et l'article précise bien, pas de fleuret moucheté, c'était du sérieux. L'incarnation de cet honneur gascon, un peu susceptible, quoi. C'est ça.
Mais alors, comment on concilie ça, ce côté quasi maladif du duel, avec ce que dit aussi l'article qu'il était juste bon avec ses hommes, équitable avec ses métayers? Ça paraît... Paradoxal. Ouais. C'est toute la complexité du personnage, et l'article le montre bien, je trouve. Cette dualité est intéressante. Ce n'était pas juste une brute épaisse. Il avait ce sens de l'honneur très fort, peut-être trop, mais aussi un sens de la justice, de la loyauté. Donc malgré son caractère, il était respecté? Apparemment, oui. Même l'empereur l'a fait chevalier de la Légion d'honneur, alors qu'il n'était que capitaine. Ce n'est pas rien. Il a fini sa vie ici, à Castiglione, un peu retiré, mais entouré de ses souvenirs impériaux jusqu'à sa mort en 1834. Un personnage qui a marqué, c'est sûr. Après cette figure humaine très colorée, le journal nous ramène aux pierres, à l'environnement bâti, avec l'histoire de la rue des anciens combattants, une rue qui a beaucoup changé. Ah oui, c'est un très bon exemple de la façon dont l'urbanisme raconte l'histoire économique et sociale. Elle a eu plein de noms, cette rue. Rue Saint-Antoine, Traversière, de Nemours, de l'Hôtel de Ville. Et au départ, elle était comment? Plutôt plate. Elle reliait juste la rue du Marché à la rue de la Paix, au cœur de la Bastide, classique. Et le grand changement, c'est vers 1846. Une nouvelle route royale, l'actuelle RN 21, est construite en contrebas, à l'extérieur des anciens remparts. C'est ça. Et là, la municipalité a une idée assez audacieuse pour l'époque. Connecter directement le centre historique à cette nouvelle route, cet axe de communication vers l'ouest. C'était vraiment une volonté d'ouvrir la ville. Une grosse ambition, vu la configuration. Il y avait un sacré dénivelé entre la rue de la Paix et la nouvelle route. Énorme. C'était un vrai défi technique. Il ne s'agissait pas juste de paver une rue, là. L'article parle de creuser une tranchée gigantesque, en plein dans le jardin d'un certain Delard de Rigoulière, d'ailleurs. On imagine le chantier. Oui, il a fallu construire des murs de soutènement impressionnants qu'on voit encore, et surtout évacuer des tonnes de terre, comme dit l'article, pour créer la pente. Et quelle pente! Plus de 10% par endroit, c'est mentionné. C'est raide. Très raide. Mais ce chantier colossal, ça montre bien cette volonté politique de désenclaver Castiglione, de l'adapter aux nouvelles réalités du milieu du 19e siècle. Et ça a laissé des traces très visibles. Oui, on les voit encore bien. La pente, évidemment. Mais aussi, au croisement avec la rue de la Paix, le pavé fait comme une sorte de creux, de gouttière. Exactement. C'est parce qu'on a abaissé le niveau de la nouvelle rue par rapport à l'ancienne rue de la Paix. Et il y a un autre détail très parlant. Les maisons. Oui. Beaucoup de maisons qui donnaient sur cette nouvelle rue se sont retrouvées avec leur rez-de-chaussée bien au-dessus de la chaussée. Du coup, il a fallu ajouter des perrons, des escaliers en pierre devant les portes. Ah oui, c'est vrai. Et ces marches, ce sont des témoins directs de ce chantier énorme. Cette rue, c'est vraiment la mémoire physique d'une décision qui a transformé la ville. Revenons à l'humain. Avec cet héritage dont parlait l'édito, les 29 natifs de Castiglione décorés de la Légion d'honneur. Il y a un article entier là-dessus, des siècles de bravoure et de service à la nation. Oui, et il revient sur ce chiffre en insistant largement au-delà de toutes les villes de la région. Ce n'est pas juste anecdotique, ça pose question sur l'identité de Castiglione. L'article donne la liste complète. Et ce qui frappe, c'est la diversité des profils et des époques. Le premier, Pierre Razat. C'est 1809, sous Napoléon. On retrouve notre capitaine de cour, bien sûr. Évidemment. Mais il y a aussi des hommes de 14-18, d'autres militaires, et même des civils. François-André Fragneau, notaire et maire au début du XXe, Jean Vindrios, officier en 1852, et le dernier de la liste, Pierre Valmonguet, décoré en 1954. Ça couvre plus de 150 ans. Cette longévité et cette diversité, c'est ça qui est vraiment significatif. L'article parle d'un terreau fertile pour l'esprit d'honneur, de devoir. Ça suggère peut-être une histoire sociale, culturelle, un peu particulière à Castiglione. L'article ne donne pas d'explication unique, mais le chiffre fait réfléchir. Exactement. Est-ce qu'il y avait une tradition militaire plus forte, des opportunités particulières, ou une culture du mérite qui s'exprimait dans le militaire comme dans le civil? En tout cas, ça interpelle sur l'identité collective. C'est un héritage assez marquant pour une commune de cette taille. Et l'article conclut que leur courage demeure un exemple à suivre. Ça fait directement écho à l'édito. Oui, le lien est clairement fait entre ce passé et le présent. Après cet héritage collectif, plutôt impressionnant, on a une anecdote plus surprenante. Ça concerne Théodore Joyeux, un nom qui dit peut-être quelque chose à certains, lié à l'invention du Tour de France cycliste. Oui, on associe souvent son nom au début du tour, même si les détails sont parfois un peu flous. Mais là, le tambour nous parle d'un autre exploit de Joyeux, beaucoup moins connu. Et c'est là que ça devient génial.
En 1905, ce Théodore Joyeux, qui était coiffeur à Castillonnès, attention, Oui. il se lance dans le tout premier Tour de France, motorisé, Ah, pas à vélo, sur un tricard austral, une sorte de tricycle à moteur. incroyable. Et l'article a retrouvé une source d'époque. Oui, un compte-rendu du journal Armes et Sport de 1905, une vraie pépite. Extraordinaire. Il faut imaginer, départ le 12 novembre 1905 de l'Automobile Club de France à Paris pour faire 5000 km à travers la France. Rouen, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux. Un périple énorme pour l'époque. Surtout avec un engin pareil. Et dans des conditions. L'article de 1905 parle de pluie, de froid, de neige, de routes détrempées. C'était un défi d'endurance fou pour l'homme comme pour la machine. Absolument. Il y avait même du beau monde au départ, des constructeurs comme Aster, le patron de l'auto, les frères Farman. Ça montre que ce n'était pas juste une lubie. Non, c'était sérieux. C'était l'époque des pionniers de l'automobile, du sport mécanique. Chaque exploit de ce genre était une pub formidable, un test de fiabilité, un symbole d'audace. Théodore Joyeux, avec son tricard, il participait à cette grande aventure. L'article de 1905 disait d'ailleurs qu'il serait une curiosité au salon de l'automobile suivant. Une belle histoire d'esprit pionnier qui relie encore Castillonnès à l'histoire nationale, mais de façon inattendue. Vraiment une belle trouvaille du tambour. On termine cette exploration avec une touche plus littéraire et même un peu mystérieuse. Le journal lance une nouvelle fiction locale, Les secrets de la colline. Premier épisode, Le feu de Brigide. Ah, c'est une excellente idée, ça. La fiction, c'est une autre façon très riche de faire vivre le patrimoine. Ça peut toucher d'autres cordes, évoquer des ambiances, des légendes, des choses que l'histoire factuelle ne capte pas toujours. Et là, l'ambiance est très réussie dès le début. On est en hiver, dans la brume, sur une colline, le pêche des sources. Un lieu où le souffle du monde jaillit de la terre pour rencontrer celui du ciel. Ça pose le décor. Oui, une atmosphère un peu magique, effectivement, et ça se passe la veille d'Imbolc, une ancienne fête celtique. L'intrigue tourne autour d'un rituel pratiqué par les femmes, le clan de la Louve Blanche. Elles se réunissent pour appeler l'étoile Sirius, la flamme du Sud-Est. C'est intéressant. On suit une novice, Aedna, qui participe pour la première fois, guidée par la prêtresse Bran. L'auteur décrit bien la scène. Les 9 femmes en cercle, entre des pierres dressées, une trouée dans la forêt orientée vers le lever de l'étoile. Le grand silence de l'hiver. C'est très visuel. Ce qui est fort, c'est comment la fiction prend racine dans un lieu précis, cette colline locale, mais la connecte à des traditions anciennes, réelles ou imaginées, Imbolc, l'astronomie, les rituels féminins. Ça tisse un lien entre le paysage connu et une dimension plus symbolique, presque mythique. Ça change le regard sur le lieu. Le moment clé de ce premier épisode, c'est quand Sirius apparaît enfin. L'étoile du chien, la fille du feu, son éclat dans l'air froid. La jeune Edna est très émue. Et ça se termine comment ? Sur une phrase un peu énigmatique de la prêtresse Bran. Le feu de Brigide se lève. Et bien sûr, Suite dans le prochain numéro ? classique mais efficace. Ça donne envie de savoir la suite. C'est une belle façon de montrer que le patrimoine vivant, ce n'est pas que le passé documenté, c'est aussi continuer à créer des histoires qui donnent du sens au lieu aujourd'hui. Bon, si on résume cette exploration du tambour de novembre 2025, on a vu une ville sous plein d'angles différents, sa transformation physique avec la rue des anciens combattants, Des personnages incroyables comme le capitaine Olou, cet héritage de bravoure assez unique avec les 29 légionnaires, des exploits oubliés comme celui de Théodore Joyeux sur son tricard, imaginaire qui continue d'habiter les lieux avec cette nouvelle fiction. c'est une excellente synthèse. Et rappelons-le, ce journal, le Tambour de Castillonnès, il est gratuit, disponible dans les commerces, une vraie mine pour qui s'intéresse à l'histoire locale. Donc on attend le numéro de décembre. Oui, notamment pour la suite des Secrets de la colline. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Au-delà des faits, des dates, des archives, quelle place on accorde au fond à ces autres récits, ceux qui flirtent avec la légende, comme le capitaine et son loup, ou ceux qui inventent du merveilleux sur une colline qu'on connaît bien? Est-ce que cet imaginaire, ça ne fait pas partie intégrante de l'identité d'un lieu comme Castillonnès, de la façon dont elle se vit et se transmet aujourd'hui? C'est une excellente question pour conclure.